Donc la troisième table ronde, elle s'appuie sur les PC6 et PC7, celui de test et gouvernance. Et donc vise à voir comment les solutions s'intègrent dans la gouvernance et comment la gouvernance est porteuse aussi de solutions. Donc pour nous c'est important et c'est une première phase de travail entre les deux PC qui va se poursuivre en février prochain, donc du 10 au 13, par un workshop commun de 4 jours entre les deux PC. Et là, on voulait profiter aujourd'hui de l'intervention de Vincent Marquet, donc de l'Agence de l'eau, qui va donner des témoignages opérationnels, et de deux collègues qui bossent l'une plus sur le PC6 et l'autre plus sur le PC7. Donc Sabine Sauvage du CRBE à Toulouse et Sarah Fernandez d'Agir à Montpellier. Donc avec Jérémy, on va animer cette session. Jérémy va commencer par faire très bref mise à jour des résultats des PC6 et PC7 pour ceux qui ont raté les ateliers de ce matin. Puis ensuite, on passera à nos trois intervenants. Pour le PC7, donc vous avez pu voir qu'il y a une multiplicité des communs. Donc c'est un des points sur lesquels on a travaillé. Ce qui est important aussi pour nous, c'est l'enjeu d'intégration des non-humains et de la difficulté de trouver les modes de représentation des non-humains. Quel porte-parole et comment y accéder autrement que par des acteurs qui s'auto-institueraient représentants ou porte-parole de non-humains. Ensuite, pour nous, il y a les enjeux d'évaluation des changements apportés. Comment on évalue une gouvernance et ce qu'elle apporte comme changement, son efficacité par rapport à ses objectifs, pour qui et selon quels critères. Voilà, c'est les questions sur lesquelles on va travailler. Et dans une deuxième phase, on va vouloir tester dans des protocoles avec des territoires. Donc Jérémy pour le PC6. Et très très rapidement, alors je pense que vous avez déjà eu un petit soupçon déjà avec la présentation de Gersand, mais dans nos activités, donc pour aller tester des solutions, on a considéré d'abord ce qu'on a appelé des options, Gersand en a parlé, qui sont plutôt des possibilités un peu techniques pour aller répondre à certains enjeux. Et on a considéré qu'on ne faisait solution qu'à partir du moment où ces options, où ces bouquets d'options étaient choisis, implémentés, suivis. Forcément, quand on veut passer cette étape-là, ça nous a amené à nous interroger sur la place de la gouvernance, sur comment est-ce que ça pouvait accompagner, mais ça nous a aussi amené à nous interroger sur la gouvernance en tant qu'option, en tant que telle. Et donc ça nous a poussé dans les relations avec le PC7 à créer même un groupe de travail interne au PC6 qui justement interroge cette place-là. Et je pense qu'on va en discuter dans les discussions qui viennent. Merci Jérémy. Donc ça enchaîne tout de suite sur la première intervenante, donc Vincent Marquet de l'Agence de l'eau. En quoi les modalités de gouvernance peuvent constituer des solutions ? Bon, je refais mon essai. Alors, du coup, merci pour cette question particulièrement difficile. J'avoue que j'ai frémi quand tu me l'as envoyé, cette question sur les difficultés que ça posait de répondre à ce qu'était la gouvernance et donc de également voir tout ce que ça pouvait apporter. Donc, peut-être quelques petits mots d'introduction juste sur la gouvernance de l'eau en France. Donc, une gouvernance déconcentrée, décentralisée, avec un édifice institutionnel énorme. Je vous invite à taper gouvernance de l'eau en France et regarder ce qui sort sur Google Images. Il y a une image simplifiée de la Cour des comptes qui donne une idée de la complexité déjà de ce dont on a affaire. Donc une gouvernance multiniveau. Et pourquoi une gouvernance, c'est pas juste une gestion de l'eau, c'est que on a cette approche multiniveau et on a aussi dans l'approche française de la concertation à différents niveaux. Le président Rousset a évoqué le comité de bassin, il y a les clés également, donc il y a différents niveaux, on discute des décisions qu'on doit prendre, des solutions qu'on doit mettre en œuvre, des problèmes qu'on doit traiter. Et donc, ce que ça vient nous dire là, pourquoi c'est pas simplement de la gestion, c'est de la gouvernance, c'est que les questions d'eau, c'est pas simplement des questions hydrauliques ou techniques, c'est des questions aussi éminemment politiques et sociales, et ça l'est d'autant plus avec les effets du changement climatique. Donc voilà, on a cette gouvernance. Et là, vous devinez peut-être un peu où je veux en venir quand je le dis qu'on façonne dans cette gouvernance les solutions. C'est que la gouvernance, c'est pas simplement la couche qu'on vient mettre après la solution qu'on a trouvée, donc où on met notre solution et puis on fait de l'acceptabilité sociale. La gouvernance, c'est là vraiment où on débat des solutions et on fait en sorte que les solutions qu'on trouve fonctionnent et une efficacité et soient robuste dans le temps. Donc, en réfléchissant du coup à cette question, là, ce que je vais essayer de vous dire un peu, c'est
comment l'agence de l'eau et donc la gestion sur le bassin Adour-Garonne là, voit des solutions, voit l'innovation à travers la gouvernance pour l'adaptation au changement climatique. Et pour moi, il y a en gros 3 niveaux. Il y en a sûrement plein d'autres qu'on pourrait explorer, mais la gouvernance, et c'est déjà un peu ce que je viens de dire, ça sert à gérer des intérêts divergents. Notre bassin versant, là, il est particulièrement concerné par des problématiques quantitatives, qualitatives également, mais donc on voit bien qu'il y a des enjeux, des usages là, qui sont très divergents, et la gouvernance, c'est ce qui va nous permettre de donc discuter collectivement de décisions et de les rendre légitimes. Donc je reviendrai un peu là-dessus avec des exemples. Le second point, et là, je sais que vous en êtes conscient aussi, hein, c'est que la gouvernance, c'est des apprentissages et c'est des capacités d'adaptation. En discutant collectivement, on partage de l'information, on peut développer des outils aussi qui permettent de mieux prendre en compte l'adaptation. Je reviendrai également là-dessus. Et enfin, dernier point, je vais le développer tout de suite, hein, la gouvernance, en tout cas telle qu'elle existe dans le système français aussi, c'est la constitution d'une solidarité sur le bassin. Donc c'est des principes de justice, notamment des principes d'équité. Donc si vous regardez par exemple notre 12e programme, vous verrez là, tel qu'il est énoncé, les premiers articles, là, ils sont relatifs à des rééquilibrages des redevances. Donc les redevances, c'est un peu les taxes qu'ont les agences pour avoir des aides, hein, donc pour pouvoir accompagner des actions sur le territoire. Et cette question du rééquilibrage et de l'équité, elle est fondamentale dans la gestion de l'action publique. Alors j'ai revérifié hier soir là, dans le dernier rapport du GIEC, celui du groupe 2, donc sur l'adaptation, sur les 3000 pages du rapport, il y a 700 occurrences du mot justice et 500 du mot équité. Alors, c'est pas juste pour se faire plaisir, hein, c'est pas une aimable attention, c'est que ces principes-là, ils sont fondamentaux pour qu'on ait une action publique qui fonctionne. Si les gens adhèrent pas à la justice, comment demander de faire des efforts, comment demander qu'il y ait des asymétries, comment demander aussi qu'il puisse y avoir des gains potentiels ou des moindres pour certains acteurs sans qu'on ait un principe de justice derrière. Donc voilà pour un des points donc, qui est fondamental dans la gestion de l'eau, et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la recherche aussi là-dessus, sur savoir comment on va engager des actions d'adaptation qui vont probablement générer des efforts très importants pour certains acteurs sans qu'ils aient derrière forcément des gains attendus. Tout un tas de questions que ça peut charrier. Et je pense que là, on a des besoins d'être accompagnés là-dessus. Donc, pour revenir maintenant sur le premier point, sur la gestion des points de vue divergents, etc. Bon, un exemple emblématique dans la gestion de l'eau de ce qu'on peut faire quand on se met ensemble autour de la table pour travailler, hein, c'est évidemment nos SDAG, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, on arrive à planifier sur plusieurs années ce qu'on doit mener. Donc là, vous avez un exemple très concret, mais il faut savoir, et là c'est pareil, je reviens un peu au 12e programme, donc on a différentes instances qui permettent de légitimer hein, des productions. Les effets du changement climatique viennent largement aussi questionner pour nous ce que seront les territoires demain. L'eau tel qu'on le conçoit, on va organiser un colloque là, le 23 septembre, on va se questionner aussi sur quelle qualité de vie demain, avec beaucoup moins d'eau. Donc on voit beaucoup d'enjeux transversaux liés à l'eau. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on a besoin d'accompagnement, de la recherche, hein, de se dire, le problème de l'eau, on voit bien qu'il est très transversal. Comment on gère cet aspect-là? Et donc, je vous dis ça parce que le 12e programme, tel qu'on l'a constitué, on a aussi beaucoup plus écouté les citoyens du bassin. Donc, il y a eu beaucoup de consultations publiques, des consultations citoyennes, accompagnées d'ailleurs pour certaines avec des membres de notre conseil scientifique, afin de savoir un peu plus quelles étaient les aspirations, quelles étaient les attentes des habitants du bassin. Donc il y a une nouveauté qui est aussi amenée par les effets du changement climatique, où on va aller voir aussi ce que d'autres acteurs peuvent attendre que ceux qui sont simplement les acteurs du cercle de l'eau. Et donc je reviens maintenant sur les apprentissages et je terminerai avec ça là. On le voit bien là avec les effets du changement climatique, il y a tout un tas de nouvelles connaissances qui arrivent, tout un tas de nouveaux services climatiques, hein, il y a les DRIAS qui ont été évoqués, et donc là nous au sein de l'agence de l'eau, et ça transpire aussi à travers ce 12e programme, il y a une demande que les SAGE soient donc
beaucoup plus développé sur le territoire. C'était déjà le cas, qu'il y a vraiment un maillage, puisqu'on estime aussi que c'est à cette échelle-là qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais qu'elles intègrent de plus en plus les prospectives climatiques et toutes les nouvelles connaissances climatiques. Donc on va y travailler avec des cartes de vulnérabilité, donc montrant un peu les enjeux qui vont toucher les territoires. Et il y aura d'autres étapes derrière, qui ont trait là particulièrement aux solutions, qui va être de constituer des trajectoires d'adaptation. Alors on sait bien qu'il y a déjà des outils qui existent, il y a TACT, il y a le Dynamic Adaptive Policy Pathways également, qui est particulièrement promu par le GIEC, donc c'est des choses qu'on regarde. On se rend bien compte quand même qu'il y a des difficultés techniques à mobiliser tous ces outils-là, et là aussi il y a des besoins d'accompagnement de la recherche. C'est des choses, des innovations qu'on perçoit, mais pour lesquelles on est encore peut-être un peu malhabile. Voilà pour un petit tour d'horizon, mais bien sûr on pourra développer tout ce que vous souhaitez comme sujet. Merci. On va le plus à la fin. Merci Vincent sur ces premiers points. On va maintenant prendre le point de vue, c'est-à-dire opposé, venant plutôt des gens qui proposent des solutions. Et donc je tourne vers Sabine Sauvage. Et comment, d'après ton expérience, les solutions, notamment les solutions fondées sur la nature sur lesquelles tu travailles, sont rendues possibles, facilitées ou freinées par le contexte de gouvernance dans lequel elles s'insèrent? Bonjour à tous, merci pour la question. Donc moi, je vais essayer de vous l'illustrer au travers d'exemples en fait que j'ai vécu moi-même. Comme ça, vous ferez vous-même les idées et puis on en tire des leçons chaque fois quand on pratique. Et donc les exemples pour moi, c'est très important. Donc je voulais vous parler de 2-3 projets de recherche-action en fait. Et le premier projet, c'était un projet européen à l'échelle du territoire du sud-ouest de la France, dans un territoire dont je vais vous parler, qui visait en fait à améliorer la qualité de l'eau et la quantité de l'eau dans un bassin versant, tout en prenant en compte pour l'amélioration la transition agro-environnementale. Donc l'idée c'était d'avoir un site démonstrateur pour montrer comment on pouvait mettre en place entre la recherche et l'action très rapidement des mesures agro-environnementales et passer dans une transition très rapidement. Donc en fait, on avait mis en place ce projet, et là, au sein de ce projet, il y avait donc des scientifiques de différentes disciplines qui retraçaient, enfin qui englobaient toutes les composantes, à la fois environnementales, sociologiques et économiques. Il y avait un organisme qui permettait de traduire les réponses scientifiques auprès des acteurs du territoire, et il y avait des acteurs du territoire, dont l'Agence de l'eau, en termes de gouvernance. Donc il y avait l'Agence de l'eau, les chambres d'agriculture, des acteurs du territoire tels que les agriculteurs. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet qui, à mon sens, c'était une réussite, c'est que d'entrée, en fait, l'organisme qui faisait le lien entre la recherche et puis les acteurs du territoire, ils nous ont mis autour de la table et on a décidé ensemble du territoire. Et en fait, le territoire, il a été proposé par l'Agence de l'eau parce qu'ils avaient une problématique sur un territoire bien précis où ils avaient un plan d'action territorial qui était en train d'être mis en place. Et donc là, c'était un enjeu sur ce plan d'action territorial où ils avaient mis en place déjà un plan. Ce site, c'était le Gers Amont, en fait, et sur ce site, ils voulaient évaluer ce plan, en fait, au niveau environnemental, économiquement et socialement parlant, pour voir si la transition pouvait se faire. Et donc, autour de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié différents scénarios d'évaluation, dont ce scénario de plan qui était mis en place par l'Agence de l'eau. Et en fait, je passerai tous les détails. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, autour de la table, il y avait des agriculteurs qui se parlaient pas. Il y avait les agriculteurs bio et les agriculteurs de grande culture. Au début, ils se parlaient pas. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'ils se sont parlé, ils se sont mis d'accord sur des scénarios communs. C'était rigolo parce qu'en fait, du coup, on a pu évaluer des scénarios dont tout le monde était OK. Et donc, on a évalué 40 scénarios avec des indicateurs qu'on a mis en place chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, à la fin de ces scénarios, on les a présentés aux acteurs. Et le fait que cet intermédiaire a pu sortir le jus de la science, c'est-à-dire que les chercheurs ont travaillé chez eux, tranquillement, chacun dans ses disciplines, ils ont fait tourner des modèles. Ils ont fait leur boulot, je dirais. Ils ont donné tout ça à l'organisme qui a retranscrit tout ça. Et en fait, il y a eu un outil de communication qui a présenté tous ces scénarios et qui a mis sur la table, qui a permis de discuter. Et à la fin, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le PAT qui était évalué, qui était en cours, il a été abandonné et ils ont pris un autre PAT, enfin un autre scénario qui avait été évalué par l'ensemble des composantes et qui était plus optimal à la fois économiquement, qui était plus viable socialement pour la transition des agriculteurs et qui était beaucoup plus optimal pour la qualité de l'eau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait,
Cet organisme intermédiaire, il était important dans ce transfert recherche-action, que chacun était à sa place. Et donc chacun a fait son travail. Il n'a pas eu besoin de se tordre pour répondre à une question de la problématique de l'autre. Que le choix du territoire s'est fait par les acteurs du territoire et non par les chercheurs. D'accord ? Donc ça, c'était important, je pense aussi, de le retenir. Et que c'était une problématique qui était en cours. C'est-à-dire vraiment tout le monde se sentait concerné parce qu'il fallait répondre à une problématique en cours. Par contre, il y a toujours des points négatifs aussi, c'est que les chercheurs, ils ont très peu publié sur ce projet parce que c'était plutôt de l'utilisation d'outils et pas quelque chose d'innovant pour eux. Et que, à ma connaissance, il n'y avait pas de reproductibilité de cette méthode en fait de travail. J'ai pas vu, à ma connaissance, peut-être qu'il y a eu, mais moi j'ai pas vu. Je sais pas quelle est la reproductivité de ce site démonstrateur, de cette démonstration de méthode. Est-ce qu'elle a été reprise ailleurs, etc. Alors que c'était un vrai succès en fait. Voilà ce que je retiens de cette expérience. Une deuxième expérience, c'était à une échelle beaucoup plus grande. C'était un projet européen sur le sud-ouest européen sur l'évaluation des services écosystémiques autour de la ressource en eau. Évaluation des services, donc approvisionnement, culturel, régulation autour de la ressource en eau. Donc autour de la table, enfin dans ce projet, il y avait plein de scientifiques du sud-ouest européen, tout le sud-est de la France, toute l'Espagne et tout le Portugal, mais il y avait aussi plus de 40 partenaires associés, dont toutes les agences de l'eau de tout le sud-ouest européen, y compris en France l'OFB, les syndicats de rivières, etc. Donc on a continué à travailler en co-construction, etc. Première réunion, ils nous disent on n'a pas de méthode pour évaluer les systèmes écosystémiques associés à la ressource en eau. On a dit très bien, on va travailler sur des méthodologies, on va vous proposer des méthodes. Donc les chercheurs sont partis dans leur labo, ils ont travaillé sur les méthodes, etc. Bon, je passe les détails. On continue à travailler. On arrive le jour de la restitution, donc 3 ans après. Tout le monde a suivi le projet, etc. On arrive 3 ans après. On fait la restitution à Madrid. Et là, on donne la parole, à la fin de la restitution, on donne la parole au secrétaire d'État en eau, en charge de l'eau en Espagne. Et donc là, il prend la parole et puis il dit « C'est super ce que vous avez fait, c'est génial, on n'a jamais vu ça, etc. Par contre, on ne va pas s'en servir parce que personne ne nous demande de nous en servir. » Donc tous les agences de l'eau qui avaient travaillé, ils sont tous restés comme ça, on est restés tous bloqués. Bon, ça c'est un exemple. Donc peut-être on n'avait pas les bons interlocuteurs, etc. Donc ça, il faut le discuter. Donc la conclusion, c'est il n'y avait pas d'appropriation finalement par les acteurs du territoire, de fait de peut-être on n'avait pas tablé les bonnes personnes, ou la gouvernance fait que ça vient plus par le haut, je sais pas, j'ai pas la réponse. Par contre, les chercheurs ont pu publier scientifiquement sur ce projet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ou... On va avancer sur la suite. On va passer à une question à Sarah. Sur toutes ces solutions, qu'elles soient vues dans la gouvernance ou des solutions plus techniques, elles ont a priori des effets de bord dans les systèmes ouverts. Et comment de bonnes solutions peuvent conduire à des maladaptations. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors, merci pour cette question aussi. Voilà, heureusement qu'on a un peu échangé avec les collègues avant. Moi, ce que j'aimerais partager là, c'est, je pense, en écho et en continuité avec ce qui a été dit avant, là, bon, peut-être par Vincent. C'est-à-dire que, effectivement, la gouvernance de l'eau, alors on n'utilise pas le terme gouvernement, et donc c'est bien qu'il y a cette idée que derrière, on a affaire à un système qui est plutôt concerté, décentralisé, et qui quelque part a déjà fait l'objet d'une forme de désectorisation, c'est-à-dire et aussi d'une localisation. Et donc Vincent en parlait. Il y a avec la loi sur l'eau de 64 et peut-être surtout celle de 92, avec les commissions locales de l'eau, les comités de bassin, des instances. Et ce qu'on voit aussi, alors là c'est peut-être, je sais pas, le ministre espagnol, c'est que il y a aussi des arbitrages qui se font ailleurs, et que en fait, finalement, en fait, quand on se met autour de la table, comme le Vincent le disait, c'est quand même des intérêts contradictoires. Et dans le contexte du nouveau régime climatique, ça signifie qu'il y aura des perdants et qui, quantitativement, pourront être importants. Et donc, du coup, ça pose vraiment la question des formes de solidarité financière qui peuvent être mises en place pour accompagner leur transformation. Et ça, il faut qu'elles soient considérées comme justes et que, du coup, elles puissent être
effectivement débattu. Et là, on voit des évolutions législatives très récentes qui court-circuitent en fait le débat sur certaines solutions, comme par exemple les méga-bassines avec la loi du plomb. Donc finalement, on voit que la question de ces solutions, et en particulier je pense dans ces instances de gouvernance, c'est que ça pose la question effectivement de justice entre secteurs, mais aussi au sein même des secteurs. C'est-à-dire qu'après, on va quand même aussi se poser la question de savoir si ça suffit, ces grandes catégories, industrie, agriculture, etc. Alors que derrière, on voit bien en fait qu'on a affaire à une grande diversité de réalités, peut-être sociales, écologiques, et que voilà. En céréalier ou en agriculteur bio, c'est pas la même chose, etc. Et que du coup, ça pose vraiment la question de savoir ce qu'on fait avec l'eau. Et donc ça, nous on avait fait un travail avec des collègues de Strasbourg en fait sur l'activité réglementaire des commissions locales de l'eau, ce qu'elles ont, et donc elles peuvent produire du droit local. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, selon les situations, en fait, elles s'en sont saisies pour réguler de manière plus effective, par exemple, de nouveaux prélèvements sur une nappe qui était jugée en danger, ou au contraire, dans d'autres situations, en fait, la règle a été édictée, mais une fois en fait que quelque part la demande d'une nouvelle installation industrielle est arrivée, en fait, pour d'autres raisons, en fait, ça a été arbitré différemment. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la question en fait de la gouvernance de l'eau. Donc on voit bien, voilà, qu'il y a des instances, qu'il y a des instruments, mais aussi des arbitrages qui se font ailleurs. Et sur la question des solutions technologiques, voilà, tu parlais d'effets de bord, évidemment d'effets rebonds, c'est parce que de toute façon, voilà, une solution technologique, dans sa définition même, elle incorpore déjà des représentations du monde dans lequel elle va être amenée à fonctionner. Et donc du coup, au-delà de la question d'une espèce d'évaluation des qualités intrinsèques en fait d'une innovation technologique, en fait, pour qu'elle advienne, et après, on se pose la question de savoir si on souhaite qu'elle advienne, il y a un enjeu de déstabiliser l'existant, de construire des savoirs, des usages, des compétences, des services, des marchés, etc. Et aussi faire face à des verrous, parce que il y a toujours des économies d'échelle, que les niches, elles sont moins rentables, et que les normes, elles sont quand même le plus souvent plutôt favorables au statu quo. Et donc, peut-être pour donner un exemple un peu plus concret sur cette idée que en fait les besoins ils se construisent chemin faisant, et qu'au fond si les solutions elles sont controversées, c'est aussi parce que la manière dont on conçoit des solutions c'est lié à la manière dont on conçoit le problème, et que ça aussi ça fait l'objet de controverses et de débats, et que donc du coup c'est important peut-être de pas le court-circuiter trop vite. Prenons un exemple concret donc du Sud-Ouest. En Adour-Garonne, voilà, on pourrait dire que les débits d'objectif d'étiage, c'est un indicateur, c'est une solution de gestion, voilà, qui a été envisagée. Ce qu'on voit, c'est que le contenu de cet indicateur, il a beaucoup évolué sur les 50 dernières années en fonction de ce qu'on cherchait aussi à lui faire faire. Est-ce qu'il s'agissait d'aider à dimensionner une politique de dépollution de l'agence, ou au contraire à chercher à repenser l'organisation du partage de l'eau, etc. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces effets de cadrage, il y a des moments, il y a des choses qu'on va considérer comme optimisables, et d'autres qui, au contraire, vont être considérées comme quelque chose qui relève de la donnée d'entrée du système sur lequel on n'agit pas. Et je pense qu'en fait, ces questions un peu de frontières, en fait, de ces effets de cadrage, c'est aussi quelque chose qui, dans ce nouveau régime hydroclimatique, en particulier à l'échelle locale, va devoir être retravaillé. Voilà. Je sais pas si. Ah oui, j'ai un autre exemple. Tiens. Local. Par exemple, le projet de barrage de Charlas, au début des années 1990. Quand, donc là, on a affaire à une solution technologique plutôt classique qui a été très conflictuelle, très controversée. Et dans toutes les études, en fait, qui sont venues, en fait, qui devaient permettre d'objectiver finalement le bien fondé de cette solution, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la manière sur l'idée qu'on va construire aussi des demandes et des besoins,
il devait faire 110 millions de mètres cubes, ce projet, cet ouvrage. Et donc, au fur et à mesure, en fait, de l'étude, il y avait la réforme de la PAC McCharry, il y avait tout un tas de changements dans la politique sectorielle agricole qui faisaient que quelque part la valeur substantive qui était associée à l'irrigation et l'idée en fait d'une dimension un peu à visée égalitaire de l'irrigation, c'est-à-dire en fait quelque part toute l'agriculture du Sud-Ouest devrait avoir droit à ces nouveaux accès à l'eau parce que cette modernisation elle devrait être accessible à tous. C'était quand même un peu ça l'idée et c'est ce qui venait justifier des financements publics significatifs sur ces ouvrages hydro-agricoles, quelque part, ça tenait plus. Parce qu'avec la réforme McCharry, en fait, ce qui apparaissait, et c'est les études sur ce projet de barrage qui l'ont montré, que quelque part, l'irrigation ne continuerait à être rentable que pour ceux qui irriguaient déjà. Mais là, vous voyez bien que vous pouvez plus tenir un discours égalitaire, puisqu'en fait, c'est plutôt, on va venir soutenir ceux qui ont déjà investi, donc une forme de rente. Et donc, du coup, le discours sur l'irrigation, eh ben, il s'économicise à ce moment-là. Il a plus du tout le même statut, mais donc on a cette solution. Alors, on va dire, du coup, on n'a plus besoin finalement d'un barrage si important, parce que du coup, ça représentait quand même des surfaces moins importantes. Et en fait, la force de la solution, c'est que si, du coup, il y avait tout un tas d'acteurs qui tenaient à ces 110 millions de mètres cubes. Du coup, c'est là, en fait, aussi, que quelque part, ça a donné une prise pour institutionnaliser les débits d'objectifs d'étiage, parce que dorénavant, en fait, l'idée de ce projet de barrage de Charlas, c'est qu'il viendrait soutenir les débits d'objectifs d'étiage, en particulier, en amont de Toulouse, parce qu'à l'époque, il y avait encore AZF. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que la question de l'évaluation d'une solution, là, plutôt technologique, assez classique, sur laquelle on pourrait dire il n'y a pas vraiment même d'enjeu vraiment d'innovation, elle est là depuis longtemps, que c'est important de maintenir des instances de débat. Et à la fois aussi d'être attentif au fait que dans les arènes en fait qu'on analyse et auxquelles on a accès sont peut-être pas celles qui gouvernent le plus significativement un certain nombre d'industries et en particulier. Voilà, j'arrête. Merci Sarah. On sent de la passion dans ton intervention. Est-ce que Sabine ou Vincent, vous voulez rebondir sur ce qu'ont dit ou Sarah, vous voulez rebondir sur ce qu'ont dit les autres participants à la table ronde? En quelques mots. J'ai déjà squeezé un passage. En très peu de mots, alors du coup, juste oui. Oui, on a bien conscience de tout ce que vous avez pu dire. On n'a pas les réponses non plus. Enfin, pourquoi ça se massifie pas? Pourquoi? Je pense que tout ce que ça vient d'illustrer là, c'est la complexité de la gouvernance. Il y aura jamais la recette magique, en fait. Là, c'est un peu ça que moi je voudrais juste dire, c'est qu'on a besoin évidemment de la science pour améliorer toujours plus cette gouvernance. Ne rêvons pas, quoi. Enfin là, il n'y aura pas de solution à la gouvernance. Merci pour. Juste, même si on n'a que quelques mots, un point qu'elle a soulevé avant, c'était sur le suivi, sur l'adaptation, le suivi. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas des moyens d'être un petit peu moins pessimiste? Probablement, j'ai été pris un peu de cours là, je dois avouer. Mais vas-y si tu veux. En fait, le fait d'arriver à imaginer en fait des formes de gestion qu'on appelle adaptatives, et le fait quelque part qu'il n'y a pas de recette miracle et de solution qui fonctionnerait partout et tout le temps et de tout temps et dans 1000 ans, en soi, c'est pas être pessimiste, c'est au contraire être plus raccord avec la réalité du fonctionnement du monde. Depuis. Merci. Sabine, tu voulais réagir ou c'est. Ok. Merci. Vu la pression de la salle, Jérémy, je te donne le mot de la fin. Ouais, très rapidement pour le coup, et ça va pas forcément être ça va plus être une conclusion en forme de question. Ce que je retiens alors. J'ai bien noté qu'effectivement la gouvernance devait être abordée dès le début dans la formalisation du problème d'identification de la situation et le diagnostic territorial, et ça me paraît important effectivement de bien le noter.
On a parfois tendance à venir interroger ces structures-là a posteriori, et c'est pas la meilleure façon d'accompagner les questionnements qu'on a. Il me reste une question en suspens, du coup, j'ai pas eu le temps de la poser, je vais la garder là, et en me disant, on aura le temps sans doute d'y travailler, mais je me suis interrogé sur le lien entre finalement la prise de décision en contexte incertain et l'accompagnement que peut proposer la gouvernance dans ce cadre-là, et comment ça s'interroge en fait, quel frein ça pose de ne pas avoir toutes les connaissances précises. Comment est-ce qu'on gère les scepticismes des uns, des autres, la mauvaise foi des uns, des autres, qui parfois se cachent derrière ces incertitudes. Et je pense que ça, c'est des questions qu'on aura sans doute aussi à explorer dans nos réflexions à venir. Voilà, ce sera le petit mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.